D'abord, je tenais à remercier le Centre Ressources, ainsi qu'un ami qui m'est cher, que je ne vois que très peu souvent, qui est monsieur le docteur Jean-Loup Mouisset. Il m'est cher parce qu'on était étudiants ensemble et on se posait déjà des questions un peu saugrenues. Et je tiens à vous avertir que je suis une personne dangereuse. Je suis très dangereux pour les autres, donc pour ceux qui sont assurés de ce qu'est la vie, pour ceux qui ont décidé, comme tous les Occidentaux, de se dire « je sais un peu ce que c'est, il vaut mieux partir ». Parce que ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être adapté à une société malade. Vous allez bien, c'est la société qui ne va pas bien. La question, c'est comment je fais société. Et si j'ai posé la question de la mort, c'est parce que depuis tout à l'heure, c'est-à-dire depuis ce matin, on parle de la mort comme si tout le monde savait ce que c'était. Je vais essayer avec d'autres que moi, car je ne suis pas grand-chose, de vous montrer que peut-être c'est pas ce qu'on s'y attend. Pour faire cela, je n'ai qu'un ami, Schopenhauer. Tu n'as aucune chance, saisis-la. Schopenhauer, c'est le philosophe de l'ennui. Ça vous parle, Schopenhauer? Quand je le dis à mes étudiants, ils me disent « oh, putain, il est chiant celui-là ». Il est très chiant à lire. Mais c'est pas mal. Seuls les psychologues inventent des mots pour des choses qui n'existent pas. Ça, c'est Carl Gustav Jung. C'est-à-dire qu'en fait, tous les mots que vous entendez, la question pour le psychologue, c'est est-ce que ça existe? Sachant que ce qui existe, c'est pas ce qui est. Exister, c'est prendre sa substance de être, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, on va essayer de planter un bisou, ce sera déjà pas mal. La mort est un échec, ça c'est l'Occident. Quand j'étais donc plus jeune, à la fac, que ce soit la fac de théologie ou la fac de psycho, ethno, entre, la mort c'est un échec, mais je suis pas certain. Alors je vais m'aider d'un homme et d'une dame pendant tout le dialogue qu'on aura ensemble. Cette dame, c'est Christiane Singer, et cet homme, c'est Christian Bobin. Ils n'ont pas fait d'études dans le Lancet, ni dans le New England, ni dans psycho-oncologie. C'est juste des poètes. Mais peut-être que parfois, le poète, c'est beaucoup mieux que le scientifique. De quoi il en retourne quand la pâquerette pousse. La vie est un cadeau dont je défais les ficelles chaque matin au réveil. Tous les matins que l'univers fait, deux choses m'étonnent. La première, c'est qu'en une nanoseconde, je suis toujours Éric Dudoit. C'est très étonnant, scientifiquement parlant. J'ai vécu une période de sommeil profond. Je ne devrais plus être. En une seconde, je redeviens Éric Dudoit. Et la deuxième chose qui m'étonne, c'est que ma cervelle se met à toute allure à me dire « t'as ça à faire, t'as ça à faire, t'as ça à faire ». Et que si je l'écoute, je me recouche. Alors tous les matins, comme Swami Prajnapada, je me dis, je me rends. Et je dis à ma cervelle, on va boire un café. Ça marche assez. Avant de continuer notre discussion ensemble imaginaire, rappelons-nous qu'il ne faut pas confondre Google et le savoir. Alors là, il y a la médecine, je n'ai pas trouvé autre que médecine, parce que dans notre monde, vous pouvez faire toutes les études que vous voulez. Si vous n'êtes pas médecin, vous n'avez pas le droit d'être docteur. C'est le monde français. En France, vous pouvez pas mettre une plaque docteur en anthropologie, par exemple, vous n'avez pas le droit. Vous pouvez le mettre qu'en médecine. Et je trouve que cette chose-là
dit quelque chose de notre culture, c'est pas négatif, hein. C'est juste sur l'importance qu'a ce signifiant docteur qui résume le signifiant médecin, alors que le signifiant docteur est un signifiant universitaire et ce n'est pas un métier. Vous voyez, mais comme les mots nous manipulent, cela dit, faire des plans d'avenir, c'est à la pêche là où il n'y a pas d'eau. Donc ça va. C'est Laetitia qui nous parlait de l'avenir. Mais peut-être que, enfin, de mon point de vue, s'il n'y a pas d'eau, alors déjà la pêche pour moi c'est moyen, mais quand il n'y a pas d'eau c'est encore plus moyen. Et j'aime bien se dire que la perception qui est la cause de la souffrance, nous souffrons de l'interprétation, de l'évaluation des choses, jamais des choses elles-mêmes. Toute souffrance morale est notre incapacité d'expérimenter les choses comme elles sont, comme elles viennent à nous. Et ça, c'est 29 ans de cancéro. Quand je dis à quelqu'un, à l'état A dans la salle d'attente, il n'est pas bien quand même, il n'est pas couillon, oncologie, même s'il n'a pas fait de grec, il se dit ça pue. Il rentre, il y a un mec en blanc, c'est important le blanc, s'assoit, on a mis une petite plante en plastique, on a la flemme de l'arroser, il ne faut pas déconner. Et là, on lui dit, t'as un cancer. Et là, d'un coup, un mot, il a mal. C'est étonnant. Un mot. Et en même temps, il y a des gens, peut-être que vous avez ça. Moi, je suis un homme, donc je suis un douillet. Donc, des fois, j'ai mal, et je ne sais pas pourquoi. Et donc, j'ai quelqu'un, généralement mon épouse, qui me dit « Tu as ça », comme quand j'étais petit. Et je vais déjà mieux. J'ai mis un mot sur mon truc. On est bizarre, nous les humains. On est attachés à l'ordre du langage avant l'ordre de la perception. Et c'est pour ça qu'on pourra démêler ce que l'on veut. L'ordre du langage nous assignera toujours à la place d'un autre que nous-mêmes. Alors, il n'est plus là, Jean-Yves Blé. C'était juste une petite blague, parce qu'il est très copain avec la chef de service avec qui je travaille, qui s'appelle Florence Dufaux. Et à chaque fois, je lui mets cette diapo. FDA, c'est les gendarmes de tous les médicaments anticancéreux et autres, et comment on les approuve. Alors j'ai écouté ce qu'était la science. Personnellement, je ne suis pas un disciple de la science, parce que maintenant la science a ses propres gourous. Par contre, je reste attaché à Aristote, qui l'a fondé dans l'Organon et dans d'autres livres, notamment la métaphysique, où il nous a appris que théoria, ça voulait dire spectacle. Et le fait de vivre un spectacle, c'est la théorétique. Et dans la théorétique, il y a la théorie, la praxis et la poétique. Vous voyez, on est quand même un petit peu en 2400 avant Jésus-Christ. Et donc, ce qui est intéressant, en 400 avant Jésus-Christ, pardon. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'OMS, que nous aimons tous, va nous dire, comme si c'était une découverte, que la culture fait du bien. Ça, c'était la dernière discussion que j'avais à l'hôpital avec des directeurs qui m'ont dit, docteur Dudois, ils savent pas trop. Ils disent, on va faire un plan culturel parce que ça fait du bien aux gens. L'OMS le dit. Et je dis, oui, l'OMS a copié les Indiens Hopis. Et ils me disent, non, l'OMS. C'est-à-dire que nous, en Occident, on fait comme si le monde, c'était un monde occidental. C'est peut-être la première erreur sur la mort. C'est-à-dire que quand on parle de la mort, on parle de la mort comme en Occident. Peut-être qu'on se trompe. Comment le monde extérieur est-il le monde intérieur à se construire? Vous êtes posé cette question. Qu'est-ce qui fait que je suis ce que je suis? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est papa-maman? Environnemental? Est-ce que c'est la dernière voiture que j'ai achetée? Est-ce que c'est... Comment ça marche?
Selon quel paramètre organisateur je peux dire « je suis ». Comment le monde intérieur façonne-t-il notre vision après, notre conception du monde extérieur et en fonction de quelle exigence? C'est un vieux problème. C'est par là que tout a compensé. Le rapport entre perception et représentation. Tout à l'heure, on a fait comme si la cellule avait une intentionnalité. Vous avez remarqué? Il y a des cellules immortelles, d'autres mortelles, d'autres des processus, etc. Mais on a du mal à les penser autrement que comme des êtres humains. Mais peut-être qu'il y a... Alors, je vous le dis parce que je le vois bien, dans cette salle, il y a des extraterrestres. Peut-être qu'il n'y a pas que des terrestres. Peut-être qu'un jour, on se rendra compte que la pensée, la structuration de la pensée ne dépend pas seulement de la culture, mais de bien autre chose, qui serait comment je manie la culture. C'est-à-dire encore une petite chose, vous voyez, dans les petites choses. On va passer vite, parce que tout le monde l'a dit, la mort, pour nous les psys, c'est le top. C'est pour ça que j'ai fait psy. En fait, je me suis dit, je m'embête, et la mort, c'est le prototype de l'angoisse parfaite. Comme je sers à rien dans le monde, un psy, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Mais au moment de la mort, on a la sensation de servir à quelque chose un peu. C'est le prototype, voilà. Et il y a un monsieur, je vous le présente, il s'appelle monsieur Viktor Frankl. Il a connu une expérience de vie assez dommageable à une période de vie où il fallait quand même être gonflé pour s'incarner sur Terre et être juif. Il a connu la Shoah, c'est embêtant. Et il a tout perdu. Et en revenant, il s'est dit comment je fais pour me reconstruire. Le développement de la personne humaine, je vous laisse découvrir ce monsieur. C'est très... Alors lui, c'est vieux, hein, c'est vieux comme le monde. Il s'est dit, finalement, pour éviter le traumatisme du non-être, il faut mettre du sens. Alors, si je vous en parle, c'est parce que maintenant, c'est un peu dépassé. Mais c'était bien d'inventer ça. Parce que maintenant, on est allé jusqu'au syndrome vicariant ou encore le trauma vicariant, c'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir, quand quelqu'un vous raconte quelque chose de traumatisant, comment vous faites pour le résoudre. J'espère que vous regardez TF1 le soir. Si vous ne le faites pas, il faut le faire, parce que pour les psychologues, c'est quand même un gagne-pain. Vous voyez ? N'allez pas voir des documentaires intéressants, vous regardez Monsieur Boulot, et au bout d'une semaine, je pense qu'un médecin peut vous mettre sous Prozac et un psychologue peut s'occuper de vous. La maladie. Moi, je viens de Marseille. Fan de Chichon à Marseille. À Marseille, on n'a pas de maladie. Marseille, c'est une terre qui bientôt sera une terre vraie du Sud. Vous avez souffert du sirocco, ce n'est rien. On va vous envahir. Et c'est Dieu qui l'a dit. À Marseille, on a beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration et qui sont d'une autre culture que la nôtre. Et quand je rentre, je dis bonjour, je suis psychologue. Ils me disent c'est bien. Tu veux du thé? Je dis mais un peu quand même. Maintenant je dis docteur. Bonjour, je suis docteur du doigt. Très vite, il comprend que je suis docteur de rien du tout. Assis-toi. Tu veux du thé? J'ai fait du thé. Je dis la mort. Il dit ça va. Comment ça va? Il me dit oui, ça va. Je dis mais t'as peur quand même. Il me dit Inch'Allah. C'est Allah qui décide. Et moi, je voulais faire... J'étais prof à l'université, je voulais faire des études là-dessus. S'il n'y a que des gens qui me disent « ça va », je ne suis pas bon. Donc, j'ai essayé de les ennuyer un peu. J'ai dit « oui, mais ta famille, elle est où? Au bled ?» « Oui. » « Eh bien, tu la verras plus. Oh, t'as peur, là? Inch'Allah. Je dis « putain, on va pas s'en sortir avec cela. » C'est comme ça. Je pense que certains dans nos gouvernements, enfin,
de députés ont compris le système, ils se disent il faut arrêter ces gens, ils nous plombent la société. Une maladie est en moi. C'est un fait. Mon travail va être de ne pas être moi dans la maladie. C'est pas de moi, hein, c'est de Christiane Singer. Christiane Singer, c'est une dame qui est décédée du cancer. Et elle a eu la grande idée, pendant les 6 mois où elle était en train de mourir, c'est d'écrire son livre Fragments d'un long voyage. Et c'est une grande idée parce que c'est une dame qui écrit extrêmement bien. J'aime beaucoup l'écriture. Parce que, comme dit tonton Freud, c'est la langue de l'absent. Là, je vous parle, je suis obligé d'être présent. Et c'est bientôt plus vrai. C'est-à-dire, on va enterrer Freud avec toutes ces conneries. Mais ça, c'est une autre histoire. On peut monter en maladie comme vers un chemin d'initiation, à l'affût des fractures qu'elle opère dans tous les murs qui nous entourent, les brèches qu'elle ouvre vers l'infini. Elle devient alors l'une des plus belles et des plus hautes aventures de la vie. C'est ce que disait Laetitia. Et si finalement, là, Dieu a dit, c'était quelque chose qui pouvait être relativement sympathique pour générer de l'empathique. Vous voyez comment ça marche? Si on arrêtait en fait de grommeler, parce qu'on est français, moi je me sens j'ai un peu la taille d'Obélix, pardon, et je me sens très français, et un Français grommelle. Vous avez remarqué ça? Vous prenez votre voiture, vous allez sur la route, il y a toujours un con qui roule pas assez vite, et un con derrière qui roule trop vite. C'est nous. Eh bien, et si on y allait tranquille? Tranquille, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir. Hein. Tranquille, ça veut dire tranquille. Je peux souffrir tranquillement. Je peux être triste tranquillement. Je peux plein de choses tranquillement. À l'hôpital, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui pleure, ils me disent « Eric, envoie un psy. » Je dis « On m'a pris pour un pompier ou quoi ?» Je dis « Arrêtez vos conneries. Il pleure parce qu'il en a besoin. » Je vous rappelle, à chaque fois que quelqu'un vous a largué, vous êtes fait quitter quand même dans la vie. Non? C'est une expérience qu'il faut faire avant de quitter cette salle. À l'intérieur de votre cœur, ça se fracture. Et vous n'allez pas bien. Vous rentrez dans votre voiture et vous mettez un CD ou un MP3 maintenant de Leonard Cohen. Je sens que je parle à une strate de la société qui a plus de 20 ans. Donc Leonard Cohen, vous connaissez. Et voilà, on ne met pas la danse des canards, là. Parce que nous, les humains, quand on est triste, mais ça, souvent les médecins n'ont pas compris, on a besoin que l'autre soit triste. Mais on n'a pas besoin qu'il pleure avec nous quand même, il ne faut pas déconner. Mais on a besoin de ressentir quelque chose de cet ordre-là. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que quand quelqu'un a une maladie grave, ni vous jouez avec, ni vous jouez pas avec. Et surtout, c'est une initiation. Moi, il y a quelque temps, on m'a annoncé une maladie, mais qui n'est pas le cancer. Putain, on m'a dit, tu as un BPCO, emphysème, insuffisant respiratoire. Je dis, ah bon? Oui, tu vas prendre une machine pendant 16 heures, tu dois respirer dedans. Et je me suis dit, il me l'a dit avec empathie. C'était un pote qui me l'a dit. Et je suis arrivé chez moi, j'ai dit, voilà, j'ai ça. Et il y a un couillon qui m'a dit, je t'avais dit de ne pas fumer. Ce couillon était médecin. Je lui ai dit, tu confonds facteur de risque et causalité. C'est pas la même chose. Il y a des gens qui fument, ça va, d'autres non. On en a parlé un peu avec le docteur Blé, c'est sur les chaînes. Et moi, j'ai la 3e maladie en causalité de mortalité. C'est-à-dire que un cancéreux est devant moi. Vous voyez comment on pense dans notre société? Je suis 3e.
Mais quand même, je suis sur le podium, je suis content. Laisse-moi déshabiller ton âme, que je puisse caresser ton corps. Wittgenstein posait la question suivante. Wittgenstein, c'était avant les années 50. C'est celui qui a écrit le Tractatus Ficus Mathematicus. Il était le petit ami de Skinner qui a donné le conditionnement opérant. Et il est parti 2 ans dans une yourte, un peu revenir sur lui-même. Ça s'appelle méditer. Alors, méditer, ça ne fait pas forcément du bien, mais ça nous guérit. Et ça nous guérit de la connerie. C'est déjà pas mal. Parce que la connerie, c'est tout bête. Je vais vous faire une définition c'est celle de Jacques Lacan. C'est être inamovible et ne toujours dire ce qu'on pense. Il y a des gens qui disent, moi, ce que je pense, je le dis toujours. Je dis, ferme ta gueule maintenant. Ça n'a aucun intérêt de dire ce qu'on pense. Moi, je pense plein de trucs. Ça n'a aucun intérêt. Et si on arrêtait un peu, oui, gauche. Alors, il y a une chose qu'il ne faut jamais faire, je vous en prie. Et je me le dis tous les jours, j'ai mis sur mon frigo, comme les Américains. Il n'y a qu'un crime, un seul, c'est de désespérer du monde. Nous sommes appelés à plein poumon à faire neuf, ce qui était vieux, à croire à la montée de la sève du vieux tronc de l'arbre de vie. C'est un peu freudien, mon truc, hein, mais bon. Nous sommes appelés à renaître, à congédier en nous le vieillard amer. Le nombre de fois que même à 20 ans, on est un vieillard amer. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de désespérer du monde. J'en peux plus. J'en peux plus d'entendre. On va au mur, c'est le mur, on va mourir. Je m'en fous. Moi, je suis mort des milliards de fois. Et j'espère que vous aimez quelqu'un, mais que vraiment vous l'aimez. Vous l'aimez au point que votre propre vie, c'est un deuxième plan. C'est lui ou elle, ou cette chose des fois qui compte, ou cet animal, ou cette plante. Léon, lui, c'était une plante. On peut donner bien des choses à ceux que l'on aime. Des paroles, un repos, du plaisir. Tu m'as donné le plus précieux de tout, le manque. Il m'était impossible de me passer de toi. Même quand je te voyais, tu me manquais encore. Ma maison mentale, ma maison de cœur, était fermée à double tour. Tu as cassé les vitres, et depuis l'air s'y engouffre, le glacé, le brûlant, toutes sortes de clartés. En fait, la plus belle des choses qui puissent nous arriver, c'est quand ça ne va pas. Il faut que le noir s'accentue pour que la première étoile apparaisse. Il faut que le noir s'accentue. Alors, je ne vous dis pas d'aller à Gaza maintenant, si on peut éviter Gaza. C'est bien. Mais il faut qu'il y ait des petites choses qui ressemblent à ça. Donc, quand vous tombez en panne, au mauvais moment, que votre voiture vous lâche, vous n'avez pas d'argent, au lieu de désespérer, asseyez-vous et dites merci. Un Dieu, l'univers, la vie, qu'importe, vous. Parce qu'à ce moment-là, on s'occupe de vous. Sinon, vous aurez laissé partir, tranquille. Quand on aime quelqu'un, on a toujours quelque chose à lui dire, jusqu'à la fin des temps, ou à lui écrire. Je crois que les médecins, des fois, ils nous aiment pas. La dernière fois que j'ai fait une opération, Popo, Pauline, elle s'appelle, elle m'a fait le compte-rendu. J'avais des cellules dysplasiques au niveau de... Ah oui, j'avais fumé, hein, au niveau des cordes vocales. Et elle n'était pas contente parce qu'elle m'a dit, il n'y en a plus. C'était très succinct. Et quand il y en avait beaucoup, c'était beaucoup plus complet. Aimer quelqu'un,
c'est le dépouiller de son âme. Ça, j'adore. C'est lui apprendre aussi dans ce rapt combien son âme est grande, inépuisable et claire. Nous souffrons tous de cela, de ne pas être assez volés. Nous souffrons de forces qui sont en nous et que personne ne sait piller pour nous les faire découvrir. Béni, béni soit la vie. Et tous les hivers, elle nous donne un semblant de mourir. Mais nous, on a les yeux crottés. Oui, en Occident, on respecte même plus ça. On fait des serres, on les chauffe et hop, on fait pousser ce qu'on veut. Mais la vie, c'était pas pour nous embêter qu'elle faisait ça, c'était pour nous apprendre quelque chose. Mais il faut aller un peu loin pour apprendre ça. Elle nous dit, alors qu'elle est en train de mourir, Christiane Singer, elle nous dit, l'amour n'est pas un sentiment, c'est même la substance même de la création. Alors ça, c'est un film aussi. Et c'est quelque chose d'important. C'est l'amour. 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 C'est dans toutes les spiritualités du monde. Personnellement, je suis très attiré par l'Advaita, ce qu'on appelle la non-dualité. Mais je suis attiré par ça parce que je sais que je dois assimiler à l'intérieur de moi la coïncidence des opposés. L'amour. L'amour, c'est... On m'a dit pourquoi, où on va quand on meurt? On va aimer. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Nous ne laissons pas emprisonner dans cette part de nous qui est vouée à la mort. À chaque fois que je rencontre un être humain à l'hosto, il me dit « je vais mourir ». J'ai dit « c'est pas sûr ». Il me dit « vous êtes con ». Oui. J'ai dit « qui meurt quand je meurs ?» Et oui, la phrase des psys, c'est « qui parle quand je parle ». Mais bon, qui meurt quand je meurs? Il me dit automatiquement « moi ». Et je lui dis « oui ». Oui. Mais depuis quand vous n'êtes que moi? Oh, il me dit, putain, du doigt, déjà j'avais un cancer, maintenant j'ai mal à la tête. Mais le moi n'est que la moitié du sujet, nom de Zeus. Et c'est pour ça qu'il y a des programmes à ressources ou ailleurs, de méditation, d'autres, du yoga, de tout ce qu'on veut, pour apprendre que le moi n'est pas maîtresse en sa demeure. J'en fais du féminin. Et la vraie phrase, c'est la raison. C'est de Freud. Mais il y a une autre chose qui est importante, c'est de jamais oublier d'aimer exagérément. C'est la seule bonne mesure. J'ai rencontré des êtres humains, alors là c'est plutôt au cabinet, plutôt que dans l'exercice hospitalier, qui me disent, ils passent 50 € quand même, ils passent des séances, à se poser la question de est-ce qu'elle m'aime? Est-ce que je l'aime? Je vis avec elle, pas avec elle? Moi, je m'en fous, ça me fait du blé, mais bon, quand même. Mais oui, elle partira, et après? J'irai voir un chaman. Tout à l'heure, c'était comme si c'était entendu. On manque de médecins. On va tous mourir s'il n'y a pas de médecins. Non, il y aura des chamans. Ils sont meilleurs. Pas sûr, hein. Mais bon. Alors, Nisargadatta Maharaj, le monde que vous percevez est fait de conscience. Ce que vous appelez matière est conscience. Vous êtes l'espace dans lequel il bouge, le temps dans lequel il dure, l'amour qu'il donne, la vie. Shri Nisargadatta Maharaj. Et un intellectuel européen, anglais, la conscience de soi, self-consciousness, advient en même temps que la capacité de penser les pensées. Elle ne constitue pas un moi-même qui serait une entité close. Elle est une expérience ouverte. Pour Bion, l'analyse elle-même est un dispositif reflet. Tout à l'heure, on se posait la question de savoir si la cellule est intelligente ou pas, immortelle ou pas immortelle. Qu'est-ce qu'on fait comme anthropomorphisme sur les cellules? Depuis quand une cellule, ça pense comme un humain? Depuis quand ce que nous appelons mort, la cellule l'appelle mort? Il faudrait qu'on arrête ça.
C'est quoi mourir? Mon chat, j'en avais plusieurs, est mort. Et les autres chats, ses compagnons, ils passaient devant le cadavre, ils s'en foutaient. Et j'ai un pote qui m'a dit, ils n'ont pas conscience de la mort. J'ai dit, oh, vraiment, t'es vachard. Le comportement du chat, tu l'analyses à l'aune de ton propre comportement. Peut-être que lui, il sait que le chat, quand il meurt, il retourne aux sources de l'univers. On va savoir. Toute souffrance morale est notre incapacité d'expérimenter les choses comme elles sont, comme elles viennent à nous. Quand on arrive à les expérimenter, on va mieux. C'est ce qu'on appelle la méditation en Orient. En Occident, c'est un peu différent, mais en Orient, méditer, c'est de pouvoir accepter ça. Je ne fais plus la différence, ou plutôt mon corps ne fait plus la différence entre mien et tien. Les parois cèdent, tous les barrages cèdent, l'amour envie tout. Je sais bien sûr que je dois vivre encore, cette porosité se refermera, mais l'avoir vécu rend la vie à tout jamais sacrée. Ça, c'est encore un mot qu'on n'a pas dit. Moi, j'ai besoin de sacré. Alors, comme vous le savez, je suis théologien à la base. Bon, je me suis fait virer parce que je leur ai dit, non, Jésus n'est pas mort pour mes péchés. Ils m'ont dit, ça va être dur d'être pasteur, mon garçon. J'ai changé de trajectoire. Mais j'ai gardé cette chose spéciale que je fais encore à l'université dite laïque. C'est qu'à chaque début de cours, je me tais. Et on passe un moment en silence. Je dis rien. Et contrairement à ce qu'on croit, quand le silence s'installe dans un amphi, ça nous fait du bien. Un jour, tu seras cette présence glanée dans un regard d'adulte qui constitue mon trésor. L'éducation n'est qu'un tissage de regard. J'adore. Si les poètes avaient raison, moi, à l'école, ça m'a fait chier, je vous le jure. Je vous le jure, j'étais à l'école, j'ai fait un bac F1, pour ceux qui sont de ma génération, ils comprennent, c'est construction mécanique. Oui. Et j'étais pas bon, moi, à l'école. J'étais tout le temps dehors, volontairement ou pas, et j'ai eu mon bac F1, donc nul, hein, avec une mention passable. Ma mère s'est moquée de moi. Et parce que ça n'allait pas, il m'embêtait, il m'ennuyait, je sortais. Je suis arrivé à la fac, ça a correspondu à mon intelligence. Mais je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. Ça a juste correspondu à mon intelligence. Demandez donc à un poisson à monter un arbre, ou un singe à faire de la nage. Donc il faut qu'on arrête de se comparer en étant, il y a des intelligents, il n'y a pas d'intelligents, il y a des professeurs, des docteurs, tout ça, c'est pas très vrai. Ce qui doit donner de la lumière doit brûler. C'est un peu nietzschéen, hein? Ce qui doit tomber, pousse-le. Notre devoir le plus impérieux est peut-être de ne jamais lâcher le fil de la merveille. Grâce à lui, je sortirai vivant du plus sombre des labyrinthes. Il faut être poète pour dire des conneries pareilles, hein? Mais c'est vrai. Evangelion, je vous le mets en grec. Quand on était théologien, on apprenait le grec, l'hébreu et le latin. Et le grec a quelque chose de beau, c'est que ça, quand même, quand je parle grec, hein, ça fait intelligent. Et j'ai juste dit le premier verset de l'évangile de Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était la parole. C'est pas une histoire de croyance. Krishna, dans la Bhagavad Gita, nous dit je suis le son unique, la parole parfaite. C'est pas une histoire de croyance, c'est notre nature. Ce qui est bouleversant, c'est que quand tout est détruit, il n'y a pas la mort et le vide comme on croirait partout. Je vous le jure, quand il n'y a plus rien, il n'y a que l'amour. Il n'y a plus que l'amour. Tous les barrages craquent. C'est la noyade, l'immersion. L'amour n'est pas un sentiment, c'est la substance même de la création. Je croyais jusqu'alors que l'amour était reliance, qu'il nous reliait les uns aux autres. Mais cela va beaucoup plus loin. Nous n'avons pas à être reliés.
Nous sommes à l'intérieur les uns des autres. C'est cela le plus grand vertige. De l'autre côté du pire, t'attends l'amour. Il y a en vérité rien à craindre. Oui, c'est la bonne nouvelle, Evangelion, que je vous apporte. On va passer vite. La nourriture psychique à donner, c'est la vérité. Mais attention, tout le monde, quand on dit la vérité en Occident, pense au contenu. Parce qu'en Occident, on a décidé que la vérité est un contenu. C'est pour ça qu'on en a dit, c'est pas bien de mentir. Moi, ma maman, elle me disait, ne mens pas. Elle était prof, ma mère. Et moi, j'avais vite compris, parce que j'étais copain avec Morningstar. Vous voyez qui c'est Morningstar? Non, vous n'êtes pas allé au catéchisme. Lucifer, vous voyez? C'est un ami. Et alors, il m'a dit, mens. Et l'épistémologie du psychologue, c'est le mensonge. Parce que la vérité, c'est un lieu, c'est pas un contenu. Et si la vérité est un lieu, le mensonge est un non-lieu. Et comme le disait notre cher Jean-Paul Sartre, le néant ne fait pas apparaître l'être, c'est l'être qui fait apparaître le néant. Et ça change tout. Je pense dont j'excuse pas de moi, c'est Jacques Lacan. Il était, quel horrible bonhomme. Et si je me tais maintenant, c'est dans l'espoir que vous puissiez vous mettre à l'écoute de vos propres pensées, là maintenant. Aussi sauvage soit-elle, même pour vous. Il y a toujours un individu qui peut écouter ce que vous pensez. Cet individu, c'est vous. Et ça, c'est important. Parce que là, j'ai vu sur ma droite un monsieur qui faisait les courses. Il s'est dit, putain, il va me mettre en retard pour aller à Carrefour. Sur la gauche, une dame se demandait comment elle allait bien faire pour dire à son mari que lundi, elle allait voir son amant. Et une autre, c'est infini. Pendant que je parle, vous pensez. Et je ne suis pas con au point de penser que ce que vous pensez, c'est ce que je dis. Pas du tout. En fait, vous pensez, ça vous emporte. Et à un moment, vous dites, qu'est-ce qu'il dit, lui, déjà? Et hop, ah oui, c'est intéressant, ça. Ou alors, il est con. Et vous voyez, c'est l'appareil à penser, les pensées, qui structurent votre monde, environnement. C'est-à-dire que ce n'est pas l'expérience qui est première. Dans l'Occident, c'est l'acte de penser. Et ça pose souci. Dans le monde des événements, la question arrive, la réponse arrive, tout arrive. Rien ne m'arrive, c'est tout. Si vous êtes capable de dire cette phrase tous les jours, de vivre pleinement cette phrase, alors vous savez ce que c'est François Sagan, je ne sais pas ce que le passé nous réserve. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment. Vraiment. À bientôt. Merci beaucoup Éric Dudoit, merci beaucoup Laetitia. Je vous invite peut-être à nous rejoindre quelques instants pour quelques questions du public. On va déborder un petit peu, je pense que les estomacs sont encore présents, ça va. Et ben, je vous donne maintenant la parole à ceux ou celles qui le souhaiteraient. Il y a toujours des micros qui traînent. Alors en effet, on est passé de Florence Foresti à Schopenhauer, à Lacan. C'était un peu impressionnant après, mais voilà, tout va bien. Oui, dites-nous, il y a une question à droite. Si quelqu'un peut te donner un micro, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous. De base, je suis la vidéaste, mais en fait, je me reconnais énormément dans plein de sujets qui ont été abordés. Et donc j'ai 25 ans, donc j'ai toute la vie devant moi. Mais je vis depuis que j'ai 15 ans avec l'angoisse. La mort, c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup, dans le sens où j'ai l'impression, qu'on parlait du temps imparti, en fait, j'ai l'impression de vivre. Moi, mon mode de fonctionnement, c'est de me dire, il faut que je fasse un maximum de choses avant de mourir. Et du coup, cette façon-là de réfléchir m'a permis, à 25 ans, de faire des choses
incroyable. Voyager, rencontrer des gens, monter ma structure, avoir des réflexions que j'aurais peut-être jamais eues si j'avais pas eu cette façon-là de penser. Et du coup, j'ai une question, c'est comment on fait pour finalement, à 25 ans, ne pas y penser tous les jours en fait? Ne pas avoir peur tous les jours de ne pas avoir assez de temps dans sa vie pour faire un maximum de choses. Eric, Laetitia, se regarde tel un duel pour savoir. Vous avez 4 heures. Pardon. Le truc, c'est que vous appuyez sur 25 ans. 25 ans, je ne sais pas ce que c'est. Là où vous avez raison, c'est que, et vous avez raison d'angoisser, c'est que ça ne va jamais se terminer. Et donc, à un moment, il va falloir vous arrêter. Et quand on s'arrête de faire, quelque chose peut advenir d'un autre plan. Parce que nous, les êtres humains, on ne fonctionne pas simplement sur une strate. On a plein de strates. Et vous l'avez déjà découvert, vous le savez déjà. Mais vous avez cru vos aïeux qui disaient il y a une strate qui s'appelle mourir. Et ça, c'est terrible. Je vous engage à remettre en question cette croyance. Simple. Vous n'avez pas à faire l'expérience de la mort dans votre moi. Peut-être une partie de vous a fait l'expérience de la mort. Jean-Yves nous a parlé des cellules. Elles font l'expérience de la mort assez souvent. On n'attend pas un cancer pour que les cellules meurent. Puis il y a d'autres parties de vous-même qui ont fait l'expérience. On a parlé de l'âme, on n'a pas parlé de l'esprit, on n'a pas... Voilà. Et donc, comme disait Winnicott, la chose que vous craignez le plus est déjà là. Ne vous inquiétez pas. À 25 ans, c'est l'âge pile poil pour avoir un ostéosarcome ou un sarcome. Et Jean-Yves Blé vous sera votre médecin. Et le ressource va pouvoir vous ressourcer. Tout va bien. Merci Eric. Une autre question, peut-être? Merci. Bonjour, je me lève, comme ça vous me voyez. Moi, j'ai appris il y a 2 ans que j'avais un cholangiome adénocarcinome, opération et tout. Bon, je sais que le temps n'existe pas trop. Et du jour où j'ai su que j'avais cette petite cochonnerie, j'ai décidé que chaque matin serait beau, avec peu de choses, mais chaque jour, il doit y avoir quelque chose. Il faut que j'apprécie chaque jour. Alors, c'est moi aussi mon tempérament depuis longtemps d'apprécier, de savoir dire merci, d'admirer. Et je trouve que de savoir que le temps est limité, ça donne beaucoup plus d'impulsion, ça donne une vraie joie de vivre. Et je profite pleinement de chaque moment. Et si je peux participer à aider les personnes qui sont autour de moi aussi, dans cette bonne humeur de vivre, je remplis quelque chose d'intéressant, il me semble. Et tant que je suis là, c'est que j'ai quelque chose à faire. Donc j'en profite et j'aime la vie. Et je dis que la vie est très belle et qu'à 25 ans, mademoiselle, profitez de votre vie au lieu de vous poser un tas de questions. Voilà, c'est tout. Et je voulais juste vous demander pourquoi. Alors ça m'interroge un peu. Quand on m'a annoncé ça, j'allais dire très méchamment, parce que ça a été très violent, mais j'ai pas pleuré. Et puis je ne vois pas pourquoi je pleurerais, parce que j'ai autre chose à faire. Voilà, la vie est telle, il faut la prendre, comme tout à l'heure le docteur disait, Inch'Allah, et pour moi c'est une réalité. Et est-ce que c'est normal de ne pas pleurer?
Voilà ma question. Eh Merci. ben, merci beaucoup pour votre témoignage et votre question. Alors, Laetitia, pourquoi ne pas pleurer? Non. Michel. Il existe des choses beaucoup plus terrifiantes que les larmes. Les larmes, c'est les mots de l'âme lorsqu'elle n'est pas prête à les énoncer. Et la chose la plus terrifiante au monde, c'est les larmes sèches. Allez dans le désert, on ira ensemble. Et il y a des oueds et des wadis où de l'eau de temps en temps coule. Pas toujours. N'oubliez pas vos déserts. N'oubliez pas de souffrir. Parce que c'est parce que ça existe que ça vit. En fait, on a opposé depuis le début la vie et la mort, ce qui pour moi est un non-sens. Car on ne meurt jamais. Mais si et seulement si, on vit. Mais quand je regarde certains de mes compatriotes, à Carrefour par exemple, ou à U, je ne vois pas souvent des vivants. Et ça me pose question. Par contre, quand je vois des gens à l'hôpital qui ont peur de mourir, je vois des vivants. Mais des vivants qui s'accrochent à leur moi. Parce que vous avez dit une cochonnerie en parlant de votre cancer. Eh bien, faites un autel à ce cancer, à côté de la Vierge Marie, ou autre, parce que c'est à partir de là que quelque chose va advenir pour mouiller des larmes sèches. Perso, je suis un peu moins copine avec l'hôtel au cancer. Ce qui est un maître d'initiation pour moi, c'est pas le cancer, c'est votre conscience et ce que vous en faites. Et ceux que je rencontre avec régularité, ils savent que j'ai une petite allergie au verbe falloir. Et que ce soit, il faut que je sois bien, ou il faut que je pleure pas, ou il faut que je fasse plein de choses. Peut-être que c'est falloir qui vous fait mal, et que si tu te dis, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de pleurer, ou j'ai envie de pas pleurer, ça change la donne. Voilà. Puisque la question c'était un peu comment je peux faire pour que ce soit autrement, peut-être dégager falloir. Et aimer ce que vous faites de cette conscience-là, de la conscience d'être mortel. C'est quand même vraiment un cadeau. Hein. Je conçois que vous ne puissiez pas en parler avec tout le monde et que plein de gens vous disent que justement qu'il faut profiter, mais savoir qu'on est mortel, c'est un cadeau. Enfin, il me semble. Après, peut-être que pour d'autres, ça ne l'est pas. Hein. Je conçois qu'il y a des gens que ça bloque et que ça les empêche de faire des choses. Mais il y a plein de fois où ça bouge. Voilà. Ça permet de changer un peu la perspective. Merci en tout cas pour vos deux réponses. Alors peut-être, pour conclure, avant qu'on aille manger, cette petite question un peu, je me tourne. Alors pour conclure, peut-être, la mort c'est, Éric, du doigt. La mort, ça marche? Oui. La mort, c'est un activateur de conscience. En fait, juste pour être très simple, nous sommes nés d'un océan et la vie a voulu que nous ayons une bouteille. Nous avons mis de l'eau de l'océan dans la bouteille, fermé la bouteille et ainsi est né Éric Dudoit et toutes les personnalités que je vois en face de moi. Le mot persona veut dire masque. La mort, c'est quand la bouteille va se dissoudre, l'océan que vous avez été va retourner à l'océan. Est-ce que vous allez continuer à être un individu? J'en sais rien. Mais vous n'allez pas mourir au sens où il n'y a rien. Parce que dans la nature, ça n'existe pas. Et je vous remercie. Donc c'était un morceau court,
Et peut-être pour vous, un petit mot, Laetitia. Je ne sais pas. La mort, c'est? Je ne sais pas. Je ne sais pas.